Chapitre 11. Le belvédère. Will dormit d'un sommeil agité dans la grande villa blanche au milieu du parc, assailli par des rêves d'angoisse et de délices, si bien qu'il cherchait à se réveiller pour échapper au cauchemar, tout en désirant prolonger son sommeil. Bien qu'il eût les yeux grands ouverts, il se sentait encore si endormi qu'il pouvait à peine bouger, et lorsqu'il se redressa enfin, il aperçut son bandage défait autour de sa main et les draps écarlates. Il se leva péniblement et traversa l'immense maison, dans les rayons de soleil chargés de particules de poussière et le silence. Pour descendre jusqu'à la cuisine, Will dut parcourir un long et pénible chemin, car Lyra et lui avaient dormi dans les chambres des domestiques, tout en haut sous le grenier, trop intimidés par les lits à baldaquin qui meublaient les chambres des maîtres de maison à l'étage inférieur. Will! S'exclama la fillette, d'une voix inquiète en le voyant entrer, et elle se détourna de la cuisinière pour le conduire jusqu'à une chaise. Will était pris de vertige. Sans doute avait-il perdu énormément de sang, supposa-t-il. Ce n'était même pas une supposition. Il emportait les traces sur lui, et les plaies continuaient de saigner. J'étais en train de préparer du café, dit Lyra. Tu en veux ou tu préfères que je refasse ton pansement d'abord? Je peux faire tout ce que tu veux. Il y a des œufs dans le placard à froid, mais je n'ai pas trouvé de haricots blancs à la sauce tomate. Ce n'est pas le genre de la maison. Commence par le pansement. Il y a de l'eau chaude au robinet? Je voudrais me laver. Je ne supporte pas d'être couvert de... Elle fit couler de l'eau chaude pendant qu'il se mettait en slip. Il était bien trop faible pour éprouver un sentiment de pudeur, mais Lyra, gênée, quitta la pièce. Will se lava de son mieux, puis se sécha avec les torchons suspendus à un fil de nylon près de la cuisinière. Lyra revint quelques instants plus tard. Elle lui avait trouvé des vêtements, une chemise, un pantalon de toile et une ceinture. Tandis qu'il s'habillait, elle déchira des bandes de coton dans un torchon propre et refit son pansement en serrant fort. L'état de sa main inquiétait terriblement Lyra. Non seulement les deux bouts de doigts coupés continuaient de saigner, mais le reste de la main était tout rouge et gonflé. Toutefois, comme Will ne faisait aucun commentaire à ce sujet, elle ne dit rien. Elle prépara ensuite le café et fit griller des tranches de pain rassis. Ils allèrent s'installer dans la grande salle de séjour, sur le devant de la maison, dont les fenêtres dominaient la ville. Après s'être restauré, Will se sentit un peu mieux. Tu ferais bien de demander à la laitiomètre ce qu'on va faire maintenant, dit-il. Tu l'as déjà interrogé? Non, dit Laïra. Dorénavant, je fais uniquement ce que tu me dis de faire. J'ai pensé l'interroger hier soir, mais je ne l'ai pas fait, et je le ferai seulement si tu me le demandes. Eh bien, vas-y, dit-il. Le danger est aussi grand ici que dans mon monde désormais, à commencer par le frère d'Angelica. Et si... Il s'interrompit, car Lyra avait commencé à dire quelque chose, mais elle se tut en même temps que lui. Elle se ressaisit et reprit. Will, il s'est passé une chose hier dont je ne t'ai pas parlé. J'aurais dû, mais on avait déjà d'autres soucis. Je suis désolée. Elle lui raconta alors tout ce qu'elle avait vu du haut de la tour pendant que Giacomo Paradici le soignait. Les spectres qui avaient agressé Tullio, le regard haineux d'Angelica quand elle l'avait aperçu penché à la fenêtre, et les menaces proférées par le petit Paolo. Tu te souviens, dit-elle, de la première fois où ils nous ont parlé? Paolo a fait allusion à son grand frère. Il a dit, il va se... Mais Angelica lui a coupé la parole, et elle l'a giflé. Tu te souviens? Je parie qu'il allait nous dire que Tullio était à la recherche du poignard, et c'est pour cette raison que tous les enfants sont venus ici. S'ils avaient le poignard, ils pourraient faire tout ce qu'ils veulent, y compris grandir en paix sans craindre les spectres. Comment ça s'est passé lorsque Tullio a été attaqué? Demanda Will. Il s'était penché en avant sur sa chaise, au grand étonnement de Lyra, le regard rempli de curiosité et d'impatience. Il... Elle essaya de se représenter l'effroyable scène. Il a commencé par compter les pierres du mur. On aurait dit qu'il les caressait une par une, mais il n'a pas pu continuer. Finalement, il a semblé s'en désintéresser. Et après, il est resté figé comme une statue, conclut-elle. Pourquoi? Je crois que les spectres viennent peut-être de mon monde, en fin de compte, déclara Will. Vu ce qu'ils font subir aux gens,
Je ne serais pas étonné d'apprendre qu'ils viennent de mon monde. Quand les membres de la guilde ont ouvert leur première fenêtre, si elle débouchait sur mon monde, les spectres ont très bien pu passer par là. Mais il n'existe pas de spectres dans ton monde. Tu n'en as jamais entendu parler, pas vrai? Peut-être qu'on ne les appelle pas ainsi. Peut-être ont-ils un autre nom? Laïra ne comprenait pas trop ce qu'il voulait dire, mais elle n'insista pas. Will avait les joues rouges et les yeux brillants de fièvre. Bref, dit-elle, en tournant la tête, ce qui compte, c'est qu'Angelica m'a vu en haut de la tour, et maintenant qu'elle sait qu'on a le poignard, elle va le dire à tous les autres. Elle pensera que c'est notre faute si son frère a été attaqué par les spectres. Je suis désolé, Will. J'aurais dû t'en parler plus tôt. Mais il s'est passé tellement de choses. Bah, ça n'aurait rien changé, j'imagine. Tullio avait commencé à torturer le vieil homme, et une fois qu'il aurait appris à manier le poignard, il nous aurait tués, toi et moi. S'il avait pu. On était obligé de se battre contre lui. Quand même, j'ai des remords, Will. C'était leur frère après tout, et je parie que si on était à la place de ses enfants, on aurait voulu récupérer le poignard, nous aussi. Oui, mais il n'est pas possible de revenir en arrière. Il fallait absolument qu'on s'empare du couteau pour l'échanger contre la laitiomètre. Et si on avait pu s'en emparer sans avoir à se battre, on l'aurait fait. Oui, c'est juste. Comme Yorek Birnison, Will était un guerrier dans l'âme. Aussi, Laëra était-elle toute disposée à le croire quand il disait qu'il valait mieux éviter de se battre. Elle savait que ce n'était pas la lâcheté qui le faisait parler ainsi, mais une prudence stratégique. Will avait retrouvé son calme. Ses joues étaient redevenues pâles. Le regard perdu dans le vide, il réfléchissait. Pour l'instant, déclara-t-il finalement, il vaut peut-être mieux se préoccuper des réactions de Sir Charles et de Madame Coulter. Si elle possède des gardes du corps particuliers, ces soldats à qui on a arraché leurs démons, peut-être peuvent-ils échapper au spectre, comme le prétendait Sir Charles. Sais-tu ce que je crois? Je crois qu'en vérité les spectres se nourrissent des démons des gens. Mais les enfants ont des démons eux aussi. Et pourtant les spectres ne s'attaquent pas aux enfants. Ça ne peut pas être ça. Dans ce cas, tout vient de la différence qui existe entre les démons des adultes et ceux des enfants, dit Will. Car il existe une différence, n'est-ce pas? Tu m'as expliqué que les démons des adultes ne changeaient plus de forme. Il y a certainement un rapport. Si les soldats de Madame Coulter n'ont plus de démons, peut-être que l'effet est le même. Oui, oui, s'exclama Laïra. C'est possible. Quant à Madame Coulter, elle n'aura pas peur des spectres. Cette femme n'a peur de rien, et elle est tellement intelligente. Will, tellement impitoyable et cruelle qu'elle pourrait même les engeler. Elle réussirait à commander les spectres comme elle commande les gens, et ils seraient obligés de lui obéir. Lord Boréal est un homme puissant et rusé, et pourtant elle le mène par le bout du nez. Ah, Will, je recommence à avoir peur en imaginant ce qu'elle est capable de faire. Je vais interroger la laitiomètre comme tu me l'as demandé. Dieu soit loué, on l'a récupéré. Elle sortit l'instrument de son enveloppe de velours et caressa amoureusement l'épais cadran en or. Je vais l'interroger au sujet de ton père, dit-elle, pour savoir comment on peut le retrouver. Tu vois si je dirige les aiguilles sur... Non, interroge-le d'abord au sujet de ma mère. Je veux savoir si elle va bien. Laïra acquiesça et orienta différemment les aiguilles avant de poser la laitiomètre sur ses genoux. Will regardait la longue aiguille fine tournoyer avec une détermination évidente, se précipiter ici et là, s'immobiliser, puis repartir avec la même vivacité, tel un moineau qui picore des miettes. Et il regardait les yeux de Laïra, si bleus et intenses, remplis d'une clairvoyance limpide. Au bout d'un moment, elle battit des paupières et releva la tête. Ta mère va bien, annonça-t-elle. L'amie qui veille sur elle est très gentille. Personne ne sait où elle se cache et cette femme ne la trahira pas. Will ignorait jusqu'alors combien il était inquiet. Il poussa un soupir de soulagement et sentit une partie de la tension qu'il éprouvait abandonner son corps. Par contre-coup, il ressentit plus vivement la douleur de sa blessure à la main. Merci, dit-il. Maintenant tu peux l'interroger au sujet de mon père. Un cri retentit à l'extérieur de la villa. Ils se tournèrent aussitôt vers les fenêtres. À l'entrée du parc se dressait une rangée d'arbres, parmi lesquels semblaient se mouvoir des silhouettes. Se transformant immédiatement en lynx, Pantalaimon avança à pas feutrés jusqu'à la porte restée ouverte pour scruter les environs d'un œil farouche.
Ce sont les enfants, déclara-t-il. Will et Lyra se levèrent. En effet, une cinquantaine d'enfants émergeaient des arbres l'un après l'autre. Un grand nombre d'entre eux étaient armés de bâtons. À leur tête marchait le garçon au t-shirt rayé, et lui ne brandissait pas un bâton, mais un pistolet. Regarde, Angelica est là, murmura Lyra en la désignant du doigt. Angelica marchait aux côtés de celui qui semblait être le chef, le tirant par le bras comme pour l'obliger à avancer plus vite. Juste derrière eux, le petit Paolo poussait des cris aigus d'excitation, imités par les autres enfants qui vociféraient en levant rageusement le poing. Deux d'entre eux transportaient même, avec peine, de gros fusils. Will avait déjà vu des bandes de gamins enragés, mais jamais aussi nombreux, et ceux de chez lui n'avaient pas d'armes à feu. Il criait de plus en plus fort, mais Will parvint à discerner la voix d'Angelica au milieu de cette clameur haineuse. Vous avez tué mon frère, et vous avez volé le poignard. Assassin! À cause de vous, les spectres l'ont attaqué. Vous l'avez tué, et on vous tuera. N'espérez pas vous en tirer. On va vous tuer comme vous l'avez tué. Will, tu n'as qu'à découper une fenêtre, s'exclama Lyra d'un ton pressant, où affleurait la panique, en l'agrippant par son bras valide. On pourrait s'enfuir, ni vu ni connu. Et on se retrouvera où? À Oxford? À quelques mètres de la maison de Sir Charles en plein jour. Peut-être même au milieu de la chaussée, devant un autobus. Je ne peux pas ouvrir un passage n'importe où, c'est trop risqué. Il faut d'abord que je regarde où on est par rapport à l'autre monde, et ça prendrait trop de temps. En revanche, il y a une sorte de forêt derrière cette maison. Si on parvient à atteindre les arbres, on sera à l'abri. Lyra se retourna vers la maison, furieuse. J'aurais dû la tuer hier. Elle est aussi mauvaise que son frère. Si je pouvais, lui. Tais-toi et suis-moi, dit Will. Il vérifia que le poignet était accroché à sa ceinture, pendant que Lyra ajustait sur son dos le petit sac de toile contenant l'alétiomètre et les lettres du père de Will. En courant, ils traversèrent le hall où leurs pas résonnèrent, puis le couloir menant à la cuisine et le cellier pour finalement déboucher dans une petite cour pavée derrière la maison. Une porte en bois découpée dans le mur s'ouvrait sur un potager où des lits de légumes et d'herbes aromatiques s'étendaient sous le soleil matinal. L'orée du bois se trouvait à quelques centaines de mètres, au sommet d'une petite colline. Sur un tertre à gauche, plus près que les arbres, se dressait un petit bâtiment de forme circulaire, semblable à un temple doté d'un premier étage ouvert, comme un balcon, permettant d'admirer toute la ville. Vite! Courons! S'écria Will, bien qu'il eût surtout envie à cet instant de s'allonger dans l'herbe et de fermer les yeux. Alors que Pantalaimon volait au-dessus de leur tête pour surveiller les environs, ils s'élancèrent vers le sommet de la pente. Mais l'herbe était haute, et au bout de quelques mètres seulement, Will, pris de vertige, ne put continuer à courir. Il se mit à marcher. Lyra regarda derrière elle. Les enfants ne les avaient pas encore aperçus. Ils étaient rassemblés devant la maison. Peut-être leur faudrait-il un certain temps pour inspecter toutes les pièces. Mais soudain, Pantalaimon émit un gazouillis pour donner l'alerte. Un garçon venait d'apparaître à une fenêtre du deuxième étage de la villa, et il pointait le doigt dans leur direction. Ils entendirent alors un cri. Allez, viens, Will, dit Lyra. Elle saisit son bras valide pour l'aider à avancer, le soutenir. Il essaya de réagir, mais il n'en avait pas la force. Il pouvait juste mettre un pied devant l'autre. On n'arrivera jamais jusqu'aux arbres, dit-il. C'est trop loin. Allons vers ce temple. En verrouillant la porte, peut-être qu'on pourra les retenir assez longtemps pour ouvrir un passage. Pantalaimon s'élança aussitôt, arrachant un petit cri à Lyra qui le rappela, d'une voix suffocante de douleur. Will pouvait presque apercevoir le lien invisible qui unissait le démon et la fillette. Il avançait en titubant dans l'herbe haute et épaisse. Lyra courait en tête, puis revenait sur ses pas pour l'aider. Enfin, ils atteignirent le seuil du temple. La porte située sous le petit portique n'était pas verrouillée. Ils s'engouffrèrent à l'intérieur de l'édifice et se retrouvèrent dans une pièce circulaire, nue, percée de plusieurs niches abritant des statues de déesses. Au centre, un escalier en colimaçon, en fer forgé, conduisait à l'étage supérieur à travers une ouverture dans le plafond. Aucune clé ne permettait de verrouiller la porte d'entrée.
Ils gravirent péniblement l'escalier pentu et débouchèrent sur le plancher du premier étage qui offrait véritablement un lieu d'observation, car il n'y avait ni fenêtre ni mur, uniquement une succession d'arches ouvertes supportant la coupole. À l'intérieur de chacune des arches, un balcon de pierre placé à mi-hauteur permettait de s'appuyer pour se pencher au dehors. En dessous, le toit de tuiles descendait en pente douce jusqu'à la gouttière. Will et Lyra apercevaient la forêt derrière eux, à la fois proche et lointaine, la grande villa blanche en contrebas, le vaste parc dégagé, puis les toits ocres de la ville avec la tour qui se dressait sur la gauche. Des vautours tournoyaient dans le ciel au-dessus des créneaux, et Will eut un haut-le-cœur en comprenant ce qui les avait attirés. Mais ce n'était pas le moment d'admirer le paysage. Il devait d'abord s'occuper des enfants, qui se précipitaient maintenant vers le temple en poussant des cris de rage et d'excitation. Le chef du groupe ralentit, leva son pistolet et tira au hasard en direction de l'édifice, puis ils repartirent à l'assaut en hurlant Voleurs! Assassins! On va vous tuer! Vous avez volé notre poignard! Vous n'êtes pas d'ici! Vous allez mourir! Will ne les écoutait pas. Il avait déjà sorti son poignard d'une main habile, il découpa une petite fenêtre dans le vide et se rejeta en arrière. Prudemment, Lyra regarda à son tour par l'ouverture et recula en poussant un soupir de découragement. Ils étaient à une quinzaine de mètres du sol, au-dessus d'une grande route encombrée de voitures. C'est logique, commenta Will d'un ton amer. On a gravi une pente, et voilà, on est bloqué. Il va falloir les repousser. Quelques secondes plus tard, les premiers enfants franchissaient la porte. Leurs cris résonnant à l'intérieur du temple paraissaient encore plus sauvages. Puis un coup de feu claqua, assourdissant, suivi d'un deuxième, et les cris redoublèrent d'intensité. L'escalier en fer se mit à trembler lorsque les enfants montèrent à l'assaut de la galerie. Lyra était recroquevillée contre le mur, paralysée, mais Will tenait toujours le poignard. Il se précipita vers l'ouverture dans le plancher et se pencha pour découper la dernière marche en fer, comme s'il tranchait une vulgaire feuille de papier. Privé de point d'appui, l'escalier commença à ployer sous le poids des enfants, puis bascula et s'effondra dans un gigantesque fracas. De nouveaux cris retentirent, suivis d'un coup de feu, sans doute accidentel cette fois, car quelqu'un avait été touché. Un gémissement de douleur résonna dans le temple. Penché au-dessus du vide, Will découvrit un entrelac de corps gesticulants, recouverts de plâtre, de poussière et de sang. Les enfants ne formaient plus qu'une masse unique et compacte, semblable à une vague. Elle gronda à ses pieds et jaillit avec fureur, menaçante, hurlante, écrachante, dévorante, sans parvenir à l'atteindre. Soudain, une voix retentit à l'extérieur, et toutes les têtes se tournèrent vers la porte. Les enfants, qui pouvaient encore bouger, se précipitèrent vers la sortie, abandonnant plusieurs de leurs camarades coincés sous l'escalier en fer, ou hébétés, essayant de se relever au milieu des débris qui jonchaient le sol. Will ne tarda pas à comprendre la raison de cette débandade. Percevant tout à coup les bruits de raclement sur le toit, sous les arches, il se précipita vers le rebord de pierre, juste à temps pour voir la première paire de mains agripper le bord des tuiles en S, puis des bras et une tête. Quelqu'un poussait par derrière. Une deuxième tête apparut, puis une deuxième paire de mains. Les enfants grimpaient sur les épaules et les dos de ceux qui se trouvaient en dessous pour envahir le toit, telle une armée de fourmis. Mais il n'était pas facile de marcher sur les tuiles ondulées, et les enfants avançaient à quatre pattes, les yeux fixés sur Will. Lyra l'avait rejoint, et Pantalaimon, transformé en léopard, montrait les dents, les deux pattes posées sur le rebord de pierre, faisant hésiter les premiers assaillants. Mais d'autres continuaient d'investir le toit, de plus en plus nombreux. À mort! À mort! À mort! Criait l'un des enfants, et les autres reprirent ce cri en chœur avec une violence renouvelée, pendant que ceux qui se trouvaient déjà sur le toit tapaient du pied et du poing sur les tuiles en cadence. Mais ils n'osaient pas approcher davantage à cause du démon menaçant. Une tuile se brisa, et l'enfant qui se tenait dessus dérapa et tomba dans le vide. Celui qui se trouvait à ses côtés ramassa la tuile brisée et la lança avec force en direction de Lyra. Elle esquiva le projectile qui se brisa contre la colonne. Juste derrière elle,
Will avait repéré la balustrade qui entourait l'ouverture de la cage d'escalier dans le sol et découpé à l'aide du poignard deux barres de fer de la taille d'une épée. Il entendit une à Lyra qui pivota sur elle-même et frappa de toutes ses forces le premier assaillant. Celui-ci s'effondra, mais déjà un autre enfant prenait sa place. Il s'agissait d'Angelica, cheveux roux, visage blême et yeux exorbités. Elle escalada le rebord de pierre, mais Lyra la repoussa farouchement avec sa barre de fer, et elle retomba sur le toit. Pendant ce temps, Will avait rangé le poignard dans sa gaine, et il frappait de tous côtés avec sa barre de fer qu'il maniait d'une seule main. Plusieurs enfants tombèrent à la renverse, mais d'autres les remplaçaient aussitôt. Ils étaient de plus en plus nombreux à grimper sur le toit. Le garçon au t-shirt rayé apparut à son tour, mais il avait perdu son pistolet, ou peut-être était-il à court de munitions. Son regard haineux croisa celui de Will, et tous les deux comprirent ce qui allait se passer. Ils allaient s'affronter en un combat brutal et meurtrier. Approche, dit Will, avide d'en découdre. Allez, viens. Encore une seconde, et ils se seraient jetés l'un sur l'autre. Mais il se produisit alors une chose des plus incroyables. Une énorme oie blanche, les ailes déployées, apparut dans le ciel. Elle volait en rase-motte, en poussant des cris stridents d'une telle puissance que même les enfants sur le toit les entendirent au milieu de leurs hurlements sauvages et se retournèrent. Kaïsa s'exclama Lyra avec une joie et un soulagement immenses. Elle avait reconnu le démon de Séraphina Pécala. L'oie sauvage poussa un autre cri perçant qui emplit le ciel, puis elle fit demi-tour et vint tournoyer à 1 centimètre du visage du garçon au t-shirt rayé. Effrayé, il perdit l'équilibre et chuta dans le vide. D'autres enfants poussèrent à leur tour des cris d'effroi, car l'oie n'était pas seule dans le ciel, et en voyant apparaître les petites silhouettes noires au milieu de l'immensité bleue, Lyra laissa éclater sa joie. Séraphina Pécala, ici, à l'aide! Nous sommes là, dans le temple! Soudain, dans un sifflement, une douzaine de flèches, suivies presque aussitôt d'une autre salve, puis d'une autre encore, s'abattirent comme une averse de grêle sur le toit du temple, au-dessus de la galerie. Stupéfaits, hébétés, les enfants perdirent immédiatement toute leur agressivité, remplacée par une peur indicible. Qui étaient donc ces femmes vêtues de noir, surgies du ciel, et qui fondaient sur eux? Comment était-ce possible? Étaient-ce des fantômes? Ou une nouvelle race de spectres? Dans un concert de gémissements et de cris, ils sautèrent du toit. Certains retombèrent maladroitement et s'enfuirent en boitillant, tandis que d'autres se laissaient rouler dans l'herbe jusqu'au pied de la pente, pressés de se mettre à l'abri. La meute furieuse avait laissé place à une bande de gamins effrayés et honteux. Moins d'une minute après l'apparition du démon Oa, le dernier enfant abandonnait précipitamment le temple, et l'on n'entendait plus que le sifflement de l'air dans les branches de sapin des sorcières qui tournoyaient dans le ciel. Stupéfait, Will ne pouvait que lever les yeux, incapable de prononcer le moindre mot, mais Lyra à ses côtés sautait de joie en criant Séraphina Pécala, comment nous avez-vous retrouvés? Merci, merci, ils allaient nous tuer. Venez, descendez. Séraphina et les autres sorcières secouèrent la tête et, au contraire, reprirent de l'altitude pour continuer à tournoyer au-dessus du temple. Le démon Oa, lui, exécuta un demi-tour et plongea vers le toit en utilisant ses grandes ailes pour ralentir sa descente. Il atterrit bruyamment sur les tuiles, sous le rebord de pierre des arches. Bonjour, Lyra, dit-il. Séraphina Pécala ne peut pas se poser au sol, et les autres sorcières non plus. Cet endroit regorge de spectres. Ils sont plus d'100 autour de ce bâtiment, et d'autres continuent d'arriver. Vous ne les voyez donc pas? Non, ils sont invisibles pour nous. Nous avons déjà perdu une sorcière. Nous ne voulons pas prendre d'autres risques. Pouvez-vous redescendre d'ici? Oui, en sautant du toit comme les enfants. Mais comment nous avez-vous retrouvés? Et où? Nous parlerons de ça plus tard. D'autres ennuis se préparent, plus graves encore. Redescendez d'ici comme vous le pouvez et foncez vers les arbres. Lyra et Will escaladèrent le rebord de pierre et progressèrent en biais sur le toit, en évitant les tuiles brisées jusqu'à la gouttière. Le toit n'était pas très haut. Il y avait de l'herbe en bas pour les recevoir, et le terrain était légèrement en pente.
Lyra sauta la première, suivie de Will, qui roula sur lui-même en essayant de protéger sa main estropiée, qui s'était remise à saigner abondamment et le faisait souffrir. Son pansement s'était défait et traînait derrière lui. Tandis qu'il essayait de l'enrouler autour de sa main, Loi se posa dans l'herbe à ses côtés. Lyra, qui est ce garçon demanda Kaïsa. C'est Will, il vient avec nous. Pourquoi les spectres reculent-ils devant toi demanda le démon Wa en s'adressant directement au jeune garçon. Plus rien ne pouvait étonner Will désormais, et il répondit. Je n'en sais rien, on ne les voit pas. Non, attendez. Il se redressa, frappé par une pensée soudaine. Où sont-ils? Où est le spectre le plus proche? À une dizaine de pas en descendant, répondit le démon. Ils ne peuvent pas s'approcher davantage de toi, c'est évident. Will dégaina le poignard et se tourna dans la direction indiquée. Le démon Wa laissa échapper un petit sifflement de surprise. Mais Will ne put mettre son projet à exécution, car au même moment, une sorcière se posa dans l'herbe à côté de lui. Il fut stupéfait, moins par cette apparition inattendue que par la grâce de la sorcière, la clarté froide et farouche de son regard pénétrant et la pâleur de ses membres nus, si jeune et pourtant si âgé. Tu te nommes Will demanda-t-elle. Oui, mais pourquoi les spectres ont-ils peur de toi? À cause du poignard. Où est le plus proche? Dites-le-moi, je vais le tuer. Laëra arriva en courant, avant que la sorcière ne puisse répondre. Séraphina Pekala s'exclama-t-elle en lui sautant au cou et en la serrant si fort dans ses bras que la sorcière éclata de rire et déposa un baiser sur son front. Ah, Séraphina, d'où venez-vous comme ça? Nous étions ces enfants. Ils allaient nous tuer. Des enfants. Vous avez vu? Will et moi, on a bien cru qu'on allait mourir et... Oh, comme je suis heureuse que vous soyez là. Je pensais bien ne jamais vous revoir. Séraphina Pekala observait par-dessus la tête de l'Aéra l'endroit où s'étaient rassemblés les spectres un peu en retrait, puis elle reporta son attention sur Will. Écoutez-moi bien, lui dit-elle. Il y a une caverne dans ces bois, pas très loin d'ici. Remontez la pente et longez la crête vers la gauche. Nous pourrions porter l'Aéra quelques instants, mais toi tu es trop lourd. Tu devrais y aller à pied. Les spectres ne nous suivront pas. Ils ne nous voient pas quand nous sommes dans le ciel. Et ils ont peur de toi. On se retrouvera là-bas. C'est à une demi-heure de marche. Sur ce, la sorcière s'élança dans les airs. Will mit sa main en visière pour voir Séraphina et les autres silhouettes élégantes tournoyer dans le ciel et s'envoler au-dessus des arbres. Oh Will, nous n'avons plus rien à craindre, s'exclama Laëra. Maintenant que Séraphina Pekala est là, tout va s'arranger. Je ne pensais pas la revoir un jour. Elle est arrivée au bon moment, hein? Comme la dernière fois à Bolvangar. Bavardant gaiement, comme si elle avait déjà oublié le combat qui venait de se dérouler, elle précéda Will sur la pente qui menait à la forêt. Le garçon la suivait sans rien dire. Sa main l'élançait terriblement, et à chaque battement de cœur, son organisme perdait un peu plus de sang. Il plaqua sa main contre sa poitrine en essayant de ne pas y penser. Le trajet ne dura pas une demi-heure, mais presque 2 heures, car Will dut s'arrêter plusieurs fois pour se reposer. Quand ils arrivèrent enfin à la caverne, un grand feu avait été allumé, un lapin était en train de cuire, et Séraphina Pekala remuait le contenu d'un petit pot en fer. Fais-moi voir tes blessures. Ce fut la première chose qu'elle dit à Will, qui lui tendit fébrilement sa main. Pantalaimon, métamorphosé en chat, observait la scène avec curiosité, mais Will préféra détourner la tête. Il n'aimait pas voir sa main mutilée. Les sorcières échangèrent quelques mots à voix basse, et Séraphina Pekala déclara Quelle est l'arme qui a causé cette blessure? Will sortit le poignard et le lui tendit, sans un mot. Les sœurs de Séraphina regardaient l'arme avec un mélange d'émerveillement et de méfiance, car jamais elles n'avaient vu une telle lame. Il faudra plus que des herbes pour guérir cette blessure. Il faut faire appel à un sortilège, déclara Séraphina Pekala. Nous allons en confectionner un. Il sera prêt quand la lune se lèvera. En attendant, tu vas dormir. Elle lui tendit un petit gobelet en corne, contenant une potion brûlante, dont l'amertume était fort heureusement atténuée par le goût du miel. Après l'avoir bu, Will s'allongea et plongea aussitôt dans un sommeil profond. La sorcière le couvrit de feuilles,
puis se tourna vers Laïra qui dévorait une cuisse de lapin. Dis-moi qui est ce garçon, Laïra. Raconte-moi ce que tu sais de ce monde et de ce poignard. Laïra prit une profonde inspiration et commença son récit.